Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vivre en Grand Est, votre magazine proposé par la région et les 4 chaînes locales de la région, Canal 32 en Champagne-Ardenne, Via Mirabel et Via Vosges en Lorraine et enfin Alsace 20, une émission ce mois-ci sur les transports publics locaux du quotidien, train TER et bus, transports publics qui représentent plusieurs enjeux, la liberté et les possibilités offertes à chacun de se déplacer, des enjeux économiques et enfin des problématiques d'aménagement des territoires. Et on va parler de tout cela avec vous, David Valence, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Grand Est en charge des transports et des mobilités et également maire UDI de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, une première question d'ordre... Radical, pas UDI. Ah, radical, pardon, vous avez me fait de rappeler. Première question d'ordre sémantique, si vous voulez bien. En fait, quelle différence entre les mots transport et mobilité ? On utilise alternativement les deux aujourd'hui dans le langage administratif et politique. Les transports, c'est le service, c'est-à-dire c'est ce qui est proposé aux citoyens pour pouvoir se déplacer. Les mobilités, c'est le besoin du citoyen de se déplacer. Concrètement, quand on parle de transport, on se place du côté de l'offre. Quand on se place de mobilité, on se place du côté de la demande. Ok. C'est précisé. Le budget transport de la région Grand Est, c'est près de 880 millions d'euros, soit 27% de son budget global. C'est le plus gros budget au sein du conseil régional. On va parler dans un premier temps de train, de TER donc, puis dans un second temps de bus, si vous voulez bien. Alors après un important travail d'harmonisation mené tout au long de l'année 2017 sur le cadencement, les horaires et ainsi que les tarifs, vous vous êtes attaqué tout récemment à l'image des trains TER avec une nouvelle marque, une nouvelle identité. Fluo Grand Est, elle a été lancée fin avril. Fanny Bragard de Via Mirabel y était. Le premier train Fluo Grand Est entre en gare. Attendu pour midi 20, le premier TER Fluo Grand Est est arrivé en gare de Metz avec quelques minutes de retard. Avec son habillage fluorescent, ce train met en lumière la nouvelle identité du réseau de transport de la région Grand Est, une nouvelle offre de mobilité qui se veut plus attractive et plus efficace pour les voyageurs en interconnectant ces 3 réseaux TER et ces 10 réseaux interurbains et scolaires. C'est une marque pour tous les transports qui sont organisés par la région, les trains, les bus, demain l'autopartage. C'est surtout une volonté d'unifier sous une marque commune, un dénominateur commun, toutes les mobilités. Et c'est une dynamique nouvelle, c'est une marque qui se veut jeune, qui se veut verte, qui se veut aussi remarquée. Cette nouvelle marque, Fluo Grand Est, apparaîtra progressivement sur les trains, autocars et navettes de la région, ainsi que sur les supports du réseau comme les points d'arrêt et les fiches horaires. Avec 2727 km de voies ferrées, 326 lignes routières et 3500 circuits scolaires, la région transporte près de 500 000 voyageurs par jour. Avec un budget transport de 879 millions d'euros, le Grand Est prépare aussi les mobilités de demain, avec un projet de train hybride avec Alstom ou encore la mise en place de bus autonomes. Allez, beaucoup d'informations données dans ce reportage. Cette marque, dans un premier temps, Fluo. Pourquoi Fluo ? Fluorescent, évidemment. Parce que c'est facile à retenir, d'abord parce que ça évoque l'idée de flux, donc de déplacement, et puis parce qu'effectivement on cherchait avec cette marque à la fois une identité forte, facile à retenir, jeune. On cherchait aussi des solutions, puisque cette marque, ce sera aussi celle de l'assistant personnel de mobilité, c'est-à-dire pour le moment du site et demain de l'application que vous pourrez télécharger sur vos téléphones. On va y revenir. Et puis, c'est aussi une méthode, c'est-à-dire que maintenant, on va penser les circulations des trains et des bus de façon coordonnée et connectée, ce qui n'était pas le cas avant, quand c'était géré tantôt par le département, tantôt par la région. Alors, ce sont des logos, ce sont des stickers, des autocollants, des affiches, etc. Ça va mettre du temps un petit peu à aller sur tous les supports, hein, parce qu'il y a quelques trains, quelques bus à habiller. Oui, évidemment, ça va se déployer progressivement. On ne souhaite pas qu'il y ait un grand soir qui coûterait très cher aux contribuables. Donc, ça prendra un petit peu de temps. On ne verra pas tout de suite la marque Fluo se substituer, par exemple, dans les Vosges à Livo ou à Tim en Moselle ou à TED en Meurthe-et-Moselle. Mais ça se fera effectivement progressivement. Alors vous avez cité quelques noms effectivement, donc ça concerne les 3 anciens réseaux TER des 3 anciennes régions évidemment, on ne revient pas dessus, et puis ça concerne les 10 réseaux de bus qui étaient précédemment sur le territoire de la région Grand Est. Oui, j'ai cité 3 marques lorraines, j'aurais pu parler de Réseau 67 par exemple dans le département du Bas-Rhin. Toutes ces marques effectivement vont voir la marque Fluo leur succéder
pour bien montrer que c'est la région qui gère les transports scolaires depuis le 1er janvier 2017, mais surtout que la manière dont on raisonne transport par bus n'est pas différente de celle dont on raisonne sur transport ferré. On cherche vraiment à bien articuler les deux. L'époque où on voyait un bus qui passait juste à côté d'un train qui roulait aux mêmes horaires et qui tous les deux s'arrêtaient quasiment au même endroit pour amener les mêmes gamins au lycée, au collège, où les mêmes travailleurs travaillaient, cette époque-là est révolue. On va essayer de mieux coordonner. Ça sera mieux, je pense, nous le pensons, pour les citoyens, et mieux, je pense, et nous le pensons, pour les finances publiques. Et puis, donc, il y a cette plateforme de mobilité, on va appeler ça comme ça, qui est disponible donc, sur Internet aujourd'hui, et puis demain sur une application. On va avoir une petite démonstration en vidéo. L'idée, c'est que voilà, qui que ce soit en région Grand Est qui se pose une question sur comment aller d'un point A à un point B, cette application, ce site Internet, y répond. Oui, alors ça suppose un partenariat très étroit avec les intercommunalités qui s'occupent aussi bien sûr de déplacements ou les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux selon les cas, qui vont nous fournir régulièrement les données qui sont les leurs sur leur réseau urbain. L'idée c'est qu'on puisse vraiment vous dire en temps réel comment aller d'un point à un autre, y compris en utilisant la marche à pied, le vélo, les vélos en location qui peuvent être disponibles à tel ou tel endroit, mais bien sûr aussi les bus urbains, les bus scolaires, les bus interurbains, les trains. C'est un travail énorme de compilation de toutes ces informations, de tous ces tableaux, de tous ces calendriers. C'est un très gros travail pour nos équipes, mais je dirais que le principal, il est à venir ensuite. C'est-à-dire construire ce type d'application, de site, d'assistant personnel de mobilité. C'est déjà un très gros travail, mais le travail d'actualisation est paradoxalement plus difficile à conduire. Quand vous avez un changement d'horaire d'un bus urbain, par exemple sur le réseau de l'Eurométropole de Strasbourg ou sur le réseau urbain de Troyes, il faut qu'on puisse le savoir très rapidement pour pouvoir l'intégrer dans nos calculs et dans les réponses qu'on fait aux citoyens qui consultent l'application ou le site. Et ça, cette actualisation-là, c'est cela le principal défi. Affaire à suivre donc. L'autre sujet d'importance en ce moment, toujours à propos des trains évidemment, c'est le maintien de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appelle aujourd'hui les petites lignes de train. Ces 2 dernières années, la circulation de trains ont par exemple été suspendue et remplacée par des bus sur 2 lignes. Je vais citer bien sûr la ligne Nancy-Contrexéville qui dessert le sud de la Meurthe-et-Moselle ainsi que dans les Vosges, Mirecourt, Vittel et donc Contrexéville. Autre ligne concernée, toujours dans les Vosges, Épinal-Saint-Dié des Vosges, où plus aucun train ne circule depuis décembre dernier. Alors certes, les trains ont été remplacés par des bus, mais forcément, ce n'est pas le même service en termes de rapidité, de confort. Rappelez-nous succinctement pourquoi ces lignes ont été suspendues. Alors d'abord, une précision, il y a une 3e ligne qui a été suspendue dans le Grand Est à la fin de l'année dernière, qui est la ligne Sarre-Union-Sarreguemines, en réalité sur la partie Sarre-Union-Calozène, qui est également aujourd'hui circulée, c'est 12 km, sur le mode de routier, donc avec des bus. Le problème n'est pas propre au Grand Est, c'est un problème qui se pose partout en France, de façon encore plus dramatique dans la région Nouvelle-Aquitaine ou en région Occitanie par exemple. On pourrait citer des lignes comme Limoges-Angoulême qui sont suspendues aujourd'hui. Donc ça n'est pas une question de choix politique régional. Au contraire, les régions se battent, quelle que soit leur couleur politique, pour essayer de maintenir les petites lignes. C'est une question de choix passé. Disons qu'avant 2004-2005, pendant 30 ans, le modèle était au tout TGV. Il y a eu une petite réorientation après 2004-2005, mais globalement, pendant 30 ans, la SNCF a mis essentiellement ses moyens financiers sur la création de nouvelles lignes à grande vitesse et pas sur l'entretien des lignes TER qui étaient déjà circulées. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, évidemment, c'est la vétusté de certaines lignes et l'intérêt vite vu de faire circuler des trains à 40 km/h sur des lignes comme par exemple entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Alors vous avez des cas différents. Entre Épinal et Saint-Dié, il y a un vrai problème de sécurité. De toute façon, tant que les travaux ne seront pas faits dans le tunnel de Vannémont qui est menacé d'effondrement, il n'est plus possible de faire rouler des trains. Et puis il y a effectivement, vous le disiez, des cas dans lesquels c'est exclusivement un problème de voie et dans lequel la SNCF, pour se protéger d'éventuels accidents ferroviaires, pensez à celui de Brétigny-sur-Orge il y a 2 ans, qui a fait plusieurs victimes, nous dit on ne peut plus faire rouler les trains à la même vitesse qu'auparavant, donc ça prendra 20 minutes, une demi-heure, parfois 1 heure de plus de faire le même trajet. Et dans ces cas-là, ça n'a plus tellement d'intérêt, sauf symbolique, de faire rouler du train, puisqu'on sait que quand il faut faire en 2 heures un itinéraire qu'on peut faire en 30 minutes en voiture, personne ne prend le train. Donc dans tous ces cas, il faut essayer de trouver des solutions.
Là où le train est la meilleure solution de déplacement, eh bien, essayer de financer les travaux sur le mode classique ou sur un mode innovant. Et puis là où on s'aperçoit que le train n'est peut-être plus adapté aux besoins de déplacement d'aujourd'hui, eh bien, passer au bus et réutiliser tout de suite l'infrastructure pour faire autre chose. C'est compliqué dans une réponse courte, mais qu'est-ce qui motive l'investissement en travaux sur une ligne de train ? Les bassins de population d'un côté et de l'autre, le nombre de passagers potentiels, le coût évidemment. Il y a d'abord la question de la compétitivité du train par rapport aux autres moyens de transport. Concrètement, quand vous prenez le train, vous faites le choix entre prendre le train, prendre la voiture. Quand vous allez à Paris, la plupart des gens prennent le train depuis le Grand Est parce qu'ils estiment qu'en voiture, ils mettront plus de temps pour aller à Paris qu'ils ne le mettent en train. Eh bien, tous les jours, dans notre vie, dans nos vies, on fait ces choix-là. Et donc, il faut que le TER soit significativement plus rapide que la voiture, ou qu'il soit aussi rapide que la voiture, puisque le temps qu'on passe dans un train, c'est un temps utile. On peut dormir, on peut travailler, on peut discuter. On peut discuter dans une voiture, mais on peut difficilement dormir ou travailler. Et donc, il faut que le train soit compétitif. C'est l'argument numéro 1. Et bien sûr, ensuite, il y a la question de la population concernée, et donc du nombre de personnes qui peuvent fréquenter ce train. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'un train est pertinent quand on peut avoir 20% de taux de couverture. C'est un peu technique, mais ça veut dire que concrètement, quand un usager prend son ticket de train, il finance au moins 20% de ce que ça coûte. Ça suppose qu'il y a suffisamment de monde pour qu'on arrive à ces 20%. Par rapport au budget global de fonctionnement, évidemment. Exactement. D'où cette décision toute récente et permise par évidemment une évolution réglementaire au niveau national, l'ouverture à la concurrence, la venue d'opérateurs privés sur les lignes, donc une possibilité offerte par le gouvernement que vous avez très rapidement saisie. La région Grand Est est une des régions pilotes en la matière, et il y en a 2-3 autres. On regarde, si vous voulez bien, un nouveau reportage réalisé par Fanny Bragard de Via Mirabel, tourné en gare de Metz, avec notamment interview de 2 opérateurs qui pourraient être futurs opérateurs sur la région Grand Est, sur certaines lignes ouvertes à la concurrence. Il s'agit aujourd'hui de la SNCF, demain aussi, pourquoi pas, et puis l'opérateur privé Transdev, qui a une certaine expérience en Allemagne. Pionnier dans la libéralisation du ferroviaire, le Grand Est a acté l'ouverture à la concurrence de 2 de ses lignes dès 2020. Une bataille commerciale que la SNCF, qui opère sur ces rails depuis 1938, a déjà devancée. On sait être agile. Quand on a mis en place la nouvelle gamme tarifaire pour la région, on a travaillé en 6 mois. Donc moi, je sais que les cheminots sont prêts à innover, à être audacieux dans des délais qui sont courts et qu'on va pouvoir relever le challenge de la concurrence. Transdev, principal concurrent de la Deutsche Bahn avec 8% du marché ferroviaire allemand et lui aussi sur les rails. Pour assurer la pérennité des lignes du Grand Est, le groupe français mise sur plus de flexibilité. Le conducteur évidemment conduit son train, mais il peut également faire des manœuvres et il peut également faire le tour du train, s'assurer que tout va bien avant de partir ou après, qu'il n'y a personne qui est resté à bord, voire faire un petit coup de nettoyage si c'est vraiment nécessaire. Une diversification des tâches dans laquelle s'est engagée la SNCF. Malgré des baisses d'effectifs, l'opérateur historique atteint 97% de régularité sur le réseau Grand Est, une rentabilité que la SNCF continue d'améliorer, à l'image du cadencement qui va intervenir en Champagne-Ardenne. On va proposer dès décembre 2019 plus 15% de trafic et d'offres à coût constant pour la collectivité. C'est un exemple précis qui vous montre qu'on se remet en question, ça a commencé et on va continuer. Forte de son expérience allemande, où elle a réouvert et revitalisé des lignes de train, la société Transdev joue, elle aussi, la carte de l'efficience. Notre apport, c'est évidemment d'avoir beaucoup plus de souplesse, d'agilité pour pouvoir répondre au plus près aux besoins des clients et d'apporter finalement un service plus important, plus dense, pour un coût inférieur pour la collectivité. D'autres opérateurs répondront sans doute aux appels d'offres de la région Grand Est. Le ou les exploitants retenus feront circuler leurs trains sur ces lignes courant 2022. Alors, on revient sur quelques éléments, si vous voulez bien, David Valence. Courant 2022, c'est une perspective envisageable ? Oui, alors... c'est proche ? Oui, c'est très proche, vous avez raison d'insister là-dessus. Ça va demander beaucoup de travail à nos équipes, également aux opérateurs qui voudront répondre. Le calendrier est le suivant. On a déjà publié un avis européen d'information, puisque ça se fait à l'échelle européenne. Donc comme l'ont fait la région Sud et la région Hauts-de-France, qui sont les 2 autres régions qui souhaitent ouvrir à la concurrence. L'année prochaine, on publiera le marché,
Et puis 2 ans plus tard, en 2021, on attribuera ce marché. En 2022, a priori, les premiers trains qui auront été soumis à la concurrence rouleront sur des lignes qui sont pour partie vosgiennes, pour partie alsaciennes notamment. Alors ces lignes, justement, on peut d'ores et déjà les citer. Il s'agit de, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment de lignes vosgiennes. Quelles sont-elles exactement ? Alors, il y a le lot, je dirais, un peu classique, où c'est la production de trains qui va être ouverte à la concurrence. Donc la ligne Saint-Dié-Strasbourg et la ligne Strasbourg-Bar-Célestat, donc pour les Alsaciens, Strasbourg-Célestat par le vignoble. C'est complété ce premier lot par des lignes qui aujourd'hui sont routières. Je pense à Saint-Dié-Célestat, je pense à par le bus à Saint-Dié-Molsheim et Strasbourg-Molsheim. Et puis il y a une ligne un peu particulière dans ce premier lot qui est la ligne Épinal-Saint-Dié, qui pour le moment dans le marché est considérée comme une ligne routière, mais dont on souhaite que le train puisse à nouveau y circuler s'il y a une mobilisation de l'État aux côtés de la région, et il semble que ça puisse être le cas. Et toujours dans les Vosges, il y a une troisième ligne concernée, différemment. Oui, alors Nancy contre Aix-et-Ville, c'est une ligne qui s'est arrêtée de rouler sur le mode ferroviaire fin 2016, et on a bien étudié les choses, on a rencontré beaucoup d'associations, d'élus locaux, et on est arrivé au constat que le train était le moyen de transport le plus rapide entre Vittel et Nancy, par exemple, pour peu qu'on rationalise un petit peu la politique d'arrêt. Et donc on s'est dit, il faut essayer de remettre du train. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander à l'État l'autorisation d'avoir une délégation de gestion sur le rail, la signalisation, donc sur l'infrastructure, pour pouvoir choisir nous-mêmes qui va faire les travaux pour remettre cette ligne en circulation et qui fera la maintenance une fois que les travaux auront été faits. Et en même temps, dans le même lot, dans le même partenariat, ce sera un PPP, un partenariat public-privé, nous mettrons la circulation des trains. Donc ce sera peut-être pas un seul opérateur qui répondra, puisque être capable de faire des travaux et être capable de faire rouler des trains, c'est pas tout à fait le même métier, même si la SNCF fait les deux avec 2 branches différentes. Mais il est possible qu'on ait des réponses de groupements ferroviaires, de groupements de travaux publics sur cette ligne en particulier. C'est ambitieux, c'est nouveau, parce que ça n'a jamais été fait en France, je le répète, c'est vraiment tout nouveau, c'est une réglementation, une législation qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Voilà, il y a des opérateurs comme Transdev, qui a une certaine expérience en Allemagne, ils ont 8% du marché. En France, cette ouverture à la concurrence, elle est portée à hauteur de 10%, ce qui représente un marché global de 400 millions d'euros, donc forcément au niveau national, donc forcément les opérateurs privés sont intéressés. Chez nous, ça représente quoi alors? Ces lignes 10%, 5%? Un peu plus de 5% du réseau. Alors, il faut dire qu'on avait anticipé. La loi, vous le disiez, a été votée en 2018. Dès fin 2016, la région Grand Est avait dit, dans sa convention, dans le document qui la lie à la SNCF, que nous étions prêts à ouvrir à la concurrence jusqu'à 10% du réseau. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est une ouverture à la concurrence qui ne se fasse pas contre la SNCF, qui est un grand opérateur historique pour lequel on a beaucoup de respect, et qui sera un concurrent comme un autre. Si la SNCF fait l'offre la plus intéressante, c'est la SNCF qui sera retenue. Et il n'y a pas de préférence pour tel ou tel opérateur. Avec changement, comme on l'a entendu dans le reportage, avec changement un petit peu d'organisation de la part des salariés, des cheminots aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait de la concurrence. Et chacune des régions a des logiques différentes. La région Sud, elle, veut des trains qui arrivent plus à l'heure, parce qu'elle a des trains qui sont très en retard, notamment entre Marseille et Nice, 82% de régularité, et un meilleur service, des matériels plus modernes. Nous, on souhaite avoir plus de trains sur des lignes qui, à notre sens, peuvent être dynamisées. En fait, on va utiliser la concurrence pour rouvrir des lignes ferroviaires et pour dynamiser des petites lignes. Un petit mot sur les prix, vous gardez quand même la main sur les prix? Bien sûr, de la même façon qu'on l'a aujourd'hui. C'est toujours la région qui passera commande de l'offre de transport et l'opérateur répondra quel qu'il soit. Encore une fois, vous avez interviewé Transdev. Transdev, c'est un grand groupe public avec un actionnaire majoritaire public, la Caisse des dépôts, donc l'État français. Ça n'est pas Amazon ou McDonald's qui va faire rouler des trains sur les voies ferrées françaises et du Grand Est. Il faut rassurer tout le monde. Ce seront souvent des grands groupes publics français ou étrangers qui vont répondre. Et on ne sera pas dans une logique d'ouverture à la concurrence à la britannique, c'est-à-dire chacun vient comme il veut, mais une logique d'ouverture à la concurrence à l'allemande, où ce sont bien les régions qui gardent les clés.
Tout ça est précisé et entendu. Dernier thème, David Valence, qu'on va aborder dans cette émission, les transports urbains et interurbains en bus, ainsi que les transports scolaires, donc ça c'est inclus dedans, dont la région Grand Est assure la prise en charge depuis 2017, dites-moi si je me trompe, mais il y a encore beaucoup à faire, on en parle dans quelques instants, juste après la diffusion de ce reportage d'Adrien Laby pour Alsace 20, un reportage à propos notamment des transports et de l'harmonisation des transports de bus sur l'ensemble de la région Grand Est. Retour au dépôt pour ce bus Royer Voyage. Il vient d'assurer le transport des voyageurs sur l'une des 326 lignes interurbaines de la région Grand Est. Autrefois prestataire des conseils départementaux, l'entreprise installée à Erlisheim travaille aujourd'hui avec la région. En effet, depuis la loi NOTRe, c'est l'entité régionale qui gère les transports par autocar. On est passé de 10 politiques de transport différentes à une seule sur l'ensemble du territoire. Un changement d'échelle majeur pour les entreprises de la région. L'objectif, c'est d'assurer la mobilité des habitants du Grand Est avec une même politique, avec des tarifs harmonisés, avec des horaires accessibles pour tout le monde. Très concrètement, on n'aura plus de frontières entre les départements. Pour assurer les transports du quotidien, une centaine d'entreprises qui emploient 7500 personnes. Pourtant, le changement d'échelle ne s'est pas traduit par des économies au détriment des PME. Le Conseil régional et la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs ont souhaité conserver un équilibre dans les marchés publics. Il faut que ces marchés restent accessibles aux PME, soient bien entendu accessibles aux grands groupes, parce que les PME peuvent aussi apprendre à se professionnaliser au contact des grands groupes. Autre défi pour les compagnies de transport, celui de la transition énergétique. Le transport par route doit assurer sa mutation vers l'électrique. Aujourd'hui, un autocar, je disais, c'est 200 000 € d'investissement. Un autocar électrique, c'est le double. Donc, les budgets sont bien entendu contraints, mais les budgets sont réels. Et à nous aussi, en tant qu'acteurs du quotidien du transport, à travers nos échanges avec les équipes de la région, de progresser dans ce domaine, de nous inscrire réellement dans cette transition énergétique, mais de nous inscrire aussi dans cette transition économique qui est majeure. Dans la grande majorité, celui-là. Des transports plus propres, au plus proche des habitants et garantissant la pérennité des emplois locaux, autant d'enjeux d'avenir pour la politique de transport. David Valence, il ne nous reste pas beaucoup de temps dans cette émission. On a bien compris cette volonté d'harmonisation, cette harmonisation qui est en cours, et vous en avez parlé tout à l'heure avec la plateforme de mobilité Fluo. On va rester, si vous voulez bien, sur les transports scolaires, parce que c'est un enjeu important. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la carte. Il y a des transports scolaires dont les primaires et les maternelles payent un petit peu, d'autres qui ne payent pas du tout. Comment ce sera demain sur la région Grand Est ? Deux principes, l'équité, vous en avez parlé, mais la proximité aussi. Les transports scolaires sont gérés la plupart du temps sur le même périmètre que les départements. Donc il n'y a pas, parce que c'est la région, depuis 2 ans, je ne pense pas que la réactivité était moins bonne. Elle est même dans un certain nombre de cas aussi bonne, voire meilleure. Alors, quelques principes assez courts et assez brefs, bien sûr. La gratuité que nous avons décidée pour l'usager, donc pour les familles, pour ce qui relève du transport primaire, elle s'applique dès le 1er septembre 2019 dans toute la région, y compris dans les secteurs où c'était payant, ce qui concerne une partie des secteurs alsaciens et du secteur de la Champagne-Ardenne, de la Meuse aussi. Donc gratuité dans le primaire. Pour le secondaire, c'est effectivement le choix d'un tarif que nous avons fait, mais qui s'appliquera progressivement à partir de la fin du marché. Donc pour les familles, là où c'était gratuit, ça concerne la Meurthe-et-Moselle, il ne va pas y avoir un immense changement maintenant, ça attendra 2022. Pour ce qui est des règles de prise en charge, le privé comme le public, les élèves ont droit de monter à bord à partir du moment où ils sont scolarisés en dehors de leur commune. Tous les élèves qui sont scolarisés en dehors de leur commune auront le droit de monter à bord des bus quand ils sont élèves. Il n'est plus question du primaire uniquement et du de la carte scolaire, c'est plus en adéquation précise avec la carte. Ça aussi, c'est une époque révolue, quoi. Exactement, donc primaire, secondaire, en dehors du banc communal. Bien sûr, quand même, vous parliez de la carte scolaire, il faut que ce soit conforme aux règles de l'éducation nationale. On n'est pas ayant droit par principe en choisissant l'établissement où on va, il faut que ce soit conforme à ce que l'éducation nationale définit. La carte scolaire en tant que telle, elle a été modifiée, mais on en tient compte
compte quand même, on est obligé d'en tenir compte pour définir qui sont les ayants droit. Un petit mot sur l'harmonisation des transports, j'allais dire, pour adultes, urbains et interurbains. Ça se passe bien. L'idée, c'est que, grosso modo, on n'ait plus de soucis de frontières entre départements comme on pouvait avoir auparavant? Oui, il y a un certain nombre de cas dans lesquels il y a évidemment des complémentarités à imaginer. C'est vrai autour du massif des Vosges, c'est vrai entre la Meuse et la Haute-Marne par exemple, c'est vrai dans d'autres secteurs. On doit pouvoir imaginer d'autres choses. Souvent les marchés étaient assez liés à ceux du transport scolaire, même si ça n'était pas les mêmes lignes. Et donc ils vont être vus en même temps au fur et à mesure de l'échéance des marchés, par exemple dans les Vosges en 2021 ou dans l'Aube et les Ardennes dès la rentrée 2019. Affaire à suivre. Merci infiniment de votre participation à cette émission et à très bientôt. Donc on va suivre l'actualité tant des transports scolaires que des lignes interurbaines bus et puis évidemment de cette ouverture à la concurrence de certaines lignes TER de la région Grand Est. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.